Bonjour à tous, c'est Jean-François. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Quand la nature nous parle. Aujourd'hui, la nature, elle va nous parler de l'empathie, par définition. Voilà, j'ai choisi cette thématique parce qu'elle est au centre, on va dire, d'une perception assez généreuse que l'on a actuellement concernant en fait ce qui se passe chez les autres, nos proches, notre premier cercle, puis aussi de manière plus générale, de plus en plus loin, de plus en plus éloigné de nous, mais on est tous finalement quelque part, à des degrés différents, intéressés par ce qui se passe autour de nous. Alors, êtes-vous empathe, oui ou non? Ben, j'espère que je vais vous amener un petit éclaircissement là-dessus, et tout au moins que vous aurez possibilité donc de comprendre et de savoir si réellement vous êtes un empathe. Alors, l'empathie, c'est quoi? C'est très simple, c'est en fait la capacité que l'on a de ressentir, on va dire, l'humeur des autres en leur présence, quelque part. On va être capable donc d'une certaine façon de se mettre à leur place dans des démarches, dans des épreuves, dans des difficultés. On va être donc un véritable soutien parfois, des fois maladroit, des fois très efficace, mais on sera là pour accompagner, aider, soutenir l'autre personne. L'empathie, c'est un sentiment donc effectivement qui s'exprime à travers le partage et à travers aussi, dans certains cas, des émotions. Alors, je vais vous parler particulièrement d'une forme d'empathie qui est un peu extrême et certainement la plus élevée, j'ai envie de dire, c'est l'empathie Heyoka. Alors, c'est quoi être un empathe Heyoka? La différence avec l'empathie, j'allais dire conventionnelle, normale, naturelle, c'est les Heyoka sont des êtres qui ont une particularité, c'est d'être en relation avec un effet miroir. Ça signifie quoi? En fait, tout simplement, en présence de ces gens et en fonction tout simplement de leur sensibilité, vous allez voir des choses comme si vous étiez face à un miroir. Vous allez voir des choses sur vous-même et ces gens, par leur simple présence, vont vous permettre de résoudre certaines difficultés de la vie, certaines problématiques. Ils vont parfois communiquer, parfois c'est même pas la peine, simplement le fait qu'ils soient là, ce sont de véritables, j'ai envie de dire, confessionnels, parfois silencieux, parfois éloquents, mais la plupart du temps, on va retenir cette espèce d'effet miroir. C'est un effet miroir qui va donner à chacun d'entre nous qui sommes en présence de ces gens, et peut-être, à l'instant où je vous parle, vous commencez à réaliser que vous en êtes peut-être un. Alors, l'empathe Heyoka va ressentir, bien sûr, au-delà, si vous voulez, du tempérament, de l'humeur de l'individu, il va ressentir ses émotions intimes, ses émotions profondes. Il va être capable, même dans certains cas, de les vivre, de les transcender, comme si, en fait, c'était ses propres émotions. C'est vraiment l'effet miroir par excellence. Mais j'ai envie de dire que cet effet miroir, qui existe bien chez les empathes Heyoka, a aussi, bon, il a un bon côté, certes, mais il a un travers un petit peu plus indélicat. C'est-à-dire que si vous êtes empathe Heyoka et que vous ne le réalisez pas, vous risquez de vous retrouver assez rapidement submergé par tout un tas d'émotions qui ne vous appartiennent pas, mais qui vont finir par s'intégrer pleinement en vous et vous faire vivre des situations souvent inconfortables, à tel point que vous risquez de vous perdre un petit peu vous-même sur le plan énergétique. Et c'est là où ça peut aussi vous éclairer et ça peut vous amener un certain degré je dirais, de connaissance et d'enseignement. Vous risquez de capter de manière trop importante, en fait, ce qui se passe chez les autres. Parce que cet effet miroir sous-entend qu'il y a un reflet. Mais ce reflet, il va résonner de différentes façons. Soit c'est un reflet très fugace qui donne, on va dire, une image d'un moment donné, soit c'est plus que ça, et vous allez donc du coup, ce reflet va se coller à vous et l'autre va le recevoir aussi en tant que tel. Ça peut créer des liens de dépendance terribles aussi entre des personnes, c'est-à-dire qu'on
On a besoin de l'empathie yoga, on a besoin de ce personnage-là pour avancer dans la vie. On finit par en devenir complètement addict. Enfin bref, c'est assez terrible comme situation. Et l'empathie yoga lui-même, s'il ne le sait pas ou s'il l'appréhende mal, peut devenir quelque part aussi un personnage parfois difficile à comprendre, parfois et souvent isolé, et qui n'aura de cesse que de se chercher lui-même s'il n'a pas cette connaissance de ce niveau d'empathie. Alors on peut travailler le niveau de l'empathie chez les empathes et yoga en faisant bien sûr des reconnexions à soi. C'est-à-dire en fait, par exemple dans la nature, comme là où je me trouve aujourd'hui, je suis dans un endroit qui va très très bien pour faire ça. C'est-à-dire qui va permettre de se resituer, d'évacuer, de se nettoyer, on appelle ça comme ça, de tout ce qui ne nous appartient pas. Voilà. Et ce lieu, c'est celui-là, je vous le montre vite fait, vous voyez. Alors c'est un lieu assez simple, au milieu de la forêt, vous voyez. Il y a une stèle en pierre qui est là, qui est érigée, et qui, bon, elle est là depuis certainement très longtemps. Et c'est un point particulier. Il est situé entre deux petits. Il y a un petit ruisseau là, un peu plus bas, qui ne coule pas, mais ça fait une petite ravine. Il est situé quand même sur le flanc d'une montagne de manière assez. Si je prenais une pyramide, je serais sur l'apex, c'est-à-dire je serais sur le dernier tiers, on va dire, de la hauteur en fait de la pyramide. Il est orienté, c'est-à-dire que dans mon dos, exactement là où se situe en fait la stèle, là, j'ai un nord, donc j'ai un sud qui est exactement de l'autre côté, j'ai un est qui se trouve à ma gauche et un ouest parfaitement aligné à ma droite. Voilà. Et ces conjonctions vont permettre, si vous voulez, de réaliser en fait cette désimprégnation, ce nettoyage. Alors il existe d'autres endroits, bien sûr, et heureusement, et parfois on peut les ressentir, ces endroits, en se déplaçant dans la forêt, en marchant, ou dans certains lieux, parfois au bord des ruisseaux, parfois, pourquoi pas sur la plage, dans des endroits un peu, j'allais dire, naturels, où il y a peut-être des signes extérieurs, parce que la nature nous montre souvent, par certaines particularités, que les lieux ne sont pas des lieux, j'allais dire, anodins. Voilà. Alors, c'est une chasse un peu au trésor d'une certaine façon, mais si on pratique d'une manière ou d'une autre à travers le ressenti déjà au départ, on peut tout simplement se laisser guider, se laisser attirer au travers d'une balade quelque part en forêt ou en campagne. On peut tomber comme ça sur des lieux, on va se dire c'est le hasard, mais pas forcément, des fois c'est le hasard, des fois ça n'en est pas. Voilà, donc c'est sur ces endroits-là qu'on va pouvoir travailler en fait ces nettoyages. Parce que, comme je vous le disais, la difficulté des empathes et yoga, c'est de se retrouver à un moment donné confronté à ce qu'on va appeler quelque part le chaos. Qu'est-ce que le chaos? Comme son nom l'indique, c'est une désorganisation de tout qui va bouleverser un ensemble et détruire probablement tout ce qui existe. Mais comme tout chaos, parfois, ce chaos il est bon, parce que si on n'y arrive pas, ce chaos, on n'est pas capable de faire les bons choix. On est tellement tiraillé d'un côté, de l'autre, à droite, à gauche, par l'un, par l'autre, qu'on finit par ne plus savoir les décisions, on ne sait plus comment réagir. On essaye, mais on se perd rapidement. On entend nos proches, oui, mais tu n'aurais pas dû, il aurait fallu, si tu avais su, enfin bon bref, etc. Moi à ta place, j'aurais fait ça. Bon. Et ça c'est absolument terrible parce que si vous êtes un empathe et yoga, vous allez avoir en fait de double miroir. C'est-à-dire en fait vous allez d'un coup avoir le miroir de vous-même saturé de l'ensemble du reflet des autres personnes que vous avez côtoyées pendant une durée X ou Y. Et du coup, c'est comme un miroir aux alouettes. Vous ne savez plus où tourner la tête, vous ne savez plus qui vous êtes. Et vous vous sentez complètement déstabilisé, fatigué, parfois même déprimé totalement. Vous ne voulez plus voir personne. Alors, j'ai envie de dire que les premiers symptômes sont ceux-là, c'est l'isolement. Les empathes et yoga ont tous, à un moment donné, besoin de s'isoler. Ils sont un peu, d'une certaine façon, quelque part marginalisés par leur comportement. Parce qu'ils vont devoir s'extraire un peu du monde. Ils auront des difficultés à aller dans les centres commerciaux, ils auront des difficultés à aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Parce que comprenez qu'en tant qu'empathe et yoga, ils vont recevoir, entre guillemets, en effet miroir, tout ce qui se passe chez les autres. Et ça, c'est souvent de manière involontaire. Alors, c'est terrible parce que
on peut travailler ça, comme je vous l'ai dit, on peut le développer, mais parfois on n'a pas du tout besoin de le faire puisque c'est naturellement présent en nous. Et c'est quelque chose qui va peut-être vous entraver aussi dans votre cheminement, dans votre évolution, parce que vous ne serez plus complètement vous-même. Alors, dans ce degré d'empathie qui, je l'ai précisé au départ, est un degré extrême, puisque les empathéyokas sont considérés comme des véritables des travailleurs de lumière d'une certaine façon, parce que en fait, si vous voulez, en gros, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Vous les rencontrez, vous les voyez, vous vous sentez bien, vous avez envie de confier votre vie, ils sont là, et simplement leur présence va vous permettre de faire un grand pas en avant, sans pour autant qu'ils aient fait des choses extraordinaires pour vous-même, quoi. Voilà. Alors, ces gens sont précieux, effectivement, si vous en rencontrez, si vous en connaissez, il faut quelque part, j'ai envie de dire, les préserver aussi, quelque part aussi s'occuper d'eux, tout simplement, mais surtout les comprendre, parce que si des fois ils vous tournent le dos, ou si des fois ils s'isolent et que vous ne les voyez plus, parce qu'ils font peut-être partie de vos amis, peut-être que ce sont des empathéyokas, ils ont tout simplement besoin de prendre du recul, besoin de se ressourcer, besoin de se retrouver, et puis après, au bout d'un certain temps, vous le remarquerez, ils reviennent, ils réapparaissent. Et ils continuent leur labeur, leur propre cheminement. Voilà. Alors, comment travailler, entre guillemets, cette forme d'empathie? Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas la subir. Donc, il faut se nettoyer régulièrement. Il faut aller rechercher ces fameux ancrages. Il faut aller rechercher ces zones de bien-être, cette forme de bienveillance envers soi-même. Tout ce qui va être lié à une activité de plaisir sera la bienvenue. Voilà. Mais parfois, je me répète, de façon isolée, parce que vous ne pourrez peut-être pas le partager avec d'autres personnes, et il faudra peut-être aussi l'expliquer à ces personnes-là que vous avez une particularité, voilà, une signature énergétique un peu différente des autres, et que vous êtes un empathéyoka, et que de ce fait, il faut l'accepter. Voilà. Alors, ça va enlever aussi le doute sur un certain nombre de troubles comportementaux que l'on pourrait associer à différentes pathologies psychologiques, voire psychiatriques, où certains vont se poser des questions, parce que j'entends souvent des gens me parler, est-ce que je ne suis pas bipolaire, est-ce que je ne suis pas, d'une certaine façon, est-ce que je n'ai pas un syndrome autistique, est-ce que... bref, alors, toutes ces consciences-là, toutes ces considérations-là vont permettre peut-être de lever le doute sur ces troubles-là, qui sont des troubles parfois parallèles, qui n'ont parfois absolument rien à voir, mais celui qui est empathéyoka peut, en aucun cas, se soustraire, si vous voulez, à cette vocation, d'une certaine façon, parce que c'est un véritable... on va parler d'un don, je ne sais pas si c'est le mot adapté, mais c'est quelque chose qui est en nous. Alors certains se reconnaîtront en écoutant la vidéo. On ne va pas pouvoir vraiment faire autrement que d'aller, par exemple, écouter une personne, l'aider, lui donner un certain réconfort. Mais en même temps, on va vivre, c'est comme si on purgeait cette personne-là de sa négativité. On va s'imprégner de son mal pour finalement, quelque part, nous, après, l'excréter, de façon à ce que cette personne soit libérée. Et la justice, là-dedans, prend toute sa définition dans la verticalité, en fait, de l'individu et dans son charisme. On a envie que les gens soient bien. C'est malgré nous, c'est comme ça. Voilà. Alors, vous l'avez compris, cette forme d'empathie, moi je l'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, mais c'est quelque chose qui m'a perturbé aussi dans mon cheminement personnel, parce que à un moment donné, on me disait parfois, pour sourire, mais toi tu es comme l'abbé Pierre, machin, enfin bon bref. Ou vous avez déjà entendu des gens qui vous disent oui mais moi je suis pas Mère Teresa, enfin bref. Alors ça ne veut pas dire, il ne faut pas faire d'amalgame, que toute personne qui va avoir un centre d'intérêt pour un individu va être un empathe entre guillemets yoka. C'est une particularité, comme je l'ai expliqué, qui est beaucoup plus importante et qui sous-entend que vous ne pouvez pas faire autrement et que c'est quelque chose qui va être perçu par les autres comme étant en fait une véritable levée de bouclier. C'est une boule d'oxygène, j'ai envie de dire. Voilà. Donc si vous ressentez ça et si vous donnez à ces personnes-là ce bien-être quelque part, peut-être posez-vous ces questions, effectivement, et regardez simplement si vous avez besoin de cet isolement de manière un petit peu différente de monsieur et madame tout le monde,
si vous avez des difficultés à aller dans des endroits où il y a comme ça beaucoup de personnes, si vous semblez être incompris la plupart du temps par votre entourage qui vous regarde avec des grands yeux en se disant oh là celui-là mais qu'est-ce qui lui arrive, bon bref, ou celle-là mais pour qui elle se prend, peut-être vous êtes effectivement un empathe yoka. Voilà, donc sachez que si vous avez traversé des zones de chaos, alors on dit que quelque part si vous voulez les yokas sont et passent obligatoirement par ces zones de chaos. Alors, on appelle ça la médecine du chaos. Alors, la médecine du chaos, en fait, c'est un peu particulier, mais si vous voulez, c'est la capacité que on va avoir à, dans un bouleversement total, de retirer, j'allais dire, une petite particule de quelque chose qui va être stable, qui va être intact, et d'en faire en fait une graine que l'on va ressemer et qui va progressivement donner un sens nouveau à la vie et puis devenir une vie elle-même et puis de nouveau distribuer des fruits, etc., etc. Et parfois vous avez des gens comme ça qui dans la médecine du chaos vont se relever d'épreuves mais absolument invraisemblables et dans certains cas même on peut se dire que s'ils n'étaient pas passés par là, ils n'auraient jamais pu vivre ces expériences-là. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonheur aussi. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez qu'elle continue à durer. Mettez des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de pouvoir y répondre. Et sachez que je vais continuer régulièrement puisque dans la thématique du bien-être, je suis en train donc, de mettre en place toute une organisation que vous pouvez d'ailleurs aller voir sur une page Facebook qui m'est dédiée, qui s'appelle Quand la nature nous parle, où je vais donc vous proposer des sorties sur un jour ou deux pour appréhender toutes ces perceptions-là, toutes ces sensations de bien-être, d'énergétique, etc. Voilà, et toujours dans des endroits que j'aurais choisis pour être des lieux très participatifs, j'avais envie de dire, au bien-être et au développement personnel, voilà, et spirituel aussi. Voilà, merci beaucoup, prenez soin de vous en ces temps un peu particuliers, mais dites-vous que le printemps est là et que la vie est belle, la nature est belle et qu'on peut vivre des moments absolument extraordinaires finalement avec très très peu de choses. Merci beaucoup.